Alors, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que pour parler de sédentarité, on commence par parler de ce que ça n'est pas, à savoir l'inactivité. Alors, si je résume, l'inactivité, c'est je fais pas assez d'activité physique ou sportive par rapport aux normes OMS. Après, j'ai jamais compris s'il fallait totaliser le temps dans la semaine ou le mettre en moyenne par jour ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est une chose. La sédentarité, c'est encore autre chose. C'est globalement être assis ou allongé, mais pas endormi, et se livrer à des activités dans lesquelles on remue que la tête. Ce qui signifie qu'en réalité, une bonne partie de notre travail quotidien en tant qu'employé de bureau, dans un service, etc., est un travail sédentaire. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a plein de gens qui sont debout, ils sont peut-être pas sédentaires, mais c'est pas très confortable. Quand vous êtes dans un transport et que par chance vous avez trouvé un siège, ah bah oui, mais c'est moins bien du point de vue de la sédentarité ou de la lutte contre la sédentarité, mais c'est beaucoup plus confortable pour vous. Donc on est sur des choses un peu difficiles. Moi, j'ai tendance à dire que quand on remplace un bout de sédentarité par un bout d'activité physique, par exemple qu'au lieu de rester assis dans un transport en commun ou dans une voiture, on prend un vélo ou on marche, on fait double bénéfice. Mais bon, de l'autre côté, quand je travaille, ce que je fais, c'est je carbure au thé. Et donc, je me lève à peu près toutes les demi-heures pour aller chercher de l'eau, et me faire un thé, et remplir la théière, accueillir quelqu'un qui vient dire bonjour, etc., etc. Il paraît que c'est bien, mais j'ai pas fait exprès. Ça veut dire d'abord que je le prends pas comme une activité physique. Je le prends d'abord comme un enjeu de mobilité, d'autonomie, de liberté. Et que dans ce sens-là, pour moi, on est sur un défi qui est un défi de cohésion sociale. Est-ce qu'un jour, on va réussir à imaginer que nos espaces partagés, qui sont des espaces publics dans lesquels nous investissons beaucoup d'argent, sont des espaces qui doivent être à l'échelle des gens, des piétons augmentés qui sont les cyclistes, ou bien ça doit rester des espaces uniquement dévolus au transit d'un machin qui va très vite et qui ne fait pas attention à ce qui se passe. Il y a une première question qui est comment on part de l'usager? Et ça, c'est le design thinking. Est-ce que quand je pars de l'usager et de ses besoins, et surtout quand je pars de l'usager extrême, celui qui a les besoins les plus contraints, comment je mets en place des systèmes qui vont pour tout le monde? Alors ça, c'est la première chose. Ça veut dire que quand je prends des initiatives et que j'expérimente, la mayonnaise prend ou elle prend pas. Et quand elle prend, il faut faire confiance aux gens pour en parler autour d'eux et finalement, ce sera relayé. La question, c'est de savoir, et ça c'était la deuxième question derrière, c'est quand on a quelque chose d'intéressant à partager, comment on fait pour que la petite musique soit pas complètement écrasée par les grosses caisses. Et ça, à mon avis, il faut réinventer un peu de lien social local. Il faut peut-être développer ce qu'on sait bien faire en Suisse, qui sont des appels à projets locaux, en disant par exemple, je mets sur la table la possibilité d'aménager 2 zones de rencontre, faites-moi remonter les projets de quartier. Voilà. Et puis, soit il y en a 5 qui je prends les 2 meilleurs, les 2 plus soutenus, soit j'en ai 0 et je mets les sous ailleurs. Et puis on voit comment ça prend. Je
pense qu'il faut faire la même chose de façon plus générale. J'aime bien les idées de budget participatif avec... ça permet de partager des initiatives. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a, première question, comment on choisit un déplacement multimodal qui est tout de suite plus compliqué qu'un déplacement monomodal, si possible, dans mon véhicule à moi, qui part de chez moi et qui va directement à l'endroit où je vais. D'abord, en rendant ce déplacement automobile moins pratique, premièrement, et moins efficace, deuxièmement. Moins pratique, je travaille sur le stationnement, au départ et à l'arrivée. Moins efficace, je restreins l'espace. Et quand je restreins l'espace, je décourage. Bon. Ça, c'est un. Parce que tant que ce sera le plus pratique et que je me garerai à 50 mètres de l'endroit où je vais, j'ai peu de chances d'aller choisir autre chose. Le deuxième élément, c'est comment, à l'intérieur d'une chaîne, je vais arriver à permettre aux gens de faire des choses compliquées. Alors là, nous avons un exemple absolument merveilleux à nos frontières qui s'appelle l'exemple suisse, qui montre que c'est possible. Donc au moins, on a quelque chose qui pour eux n'est pas une borne, mais qui nous paraît délirant. On sait que 20%, 25% des déplacements peuvent être multimodaux. Nous, on est péniblement en dessous de 5. Donc, au moins, on sait qu'on peut faire nettement mieux. Alors, du coup, il faut s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est premièrement travailler sur la zone de chalandise d'un arrêt de transport en commun. Travailler sur la zone de chalandise, ça veut dire, regarder comment je mets en place une signalétique, un jalonnement, etc., pour que les gens sachent où la trouver. Moi qui suis assez à l'aise dans les villes et pas trop empotée avec les plans, de temps en temps, je cherche pendant 10 minutes. Je pars du principe que si moi je cherche pendant 10 minutes, il y en a d'autres qui cherchent aussi pendant 10 minutes. Donc voilà, il y a vraiment un travail sur le jalonnement. Il y a un travail sur le signalement, enfin la signalétique à distance qui permet d'imaginer les trajets de rabattement à vélo. Et là-dessus, aujourd'hui, nous n'avons comme signalétique simple que la signalétique automobile. Sauf cas particuliers, les eurovéloroutes, etc. Bon. Qui sont quand même l'épaisseur du trait. Ça, c'était travailler sur la zone de chalandise. Ensuite, il faut organiser l'intermodalité. Si je veux que les gens viennent à pied, il faut qu'ils puissent s'asseoir. Il faut qu'ils puissent se reposer, il faut qu'ils puissent éventuellement accéder à un service. Bon. Et avoir des informations sur le temps d'attente. Il faut aussi que j'organise éventuellement le stationnement des vélos de manière sécurisée. Et puis après, il faut organiser le système lui-même. Les Suisses, ils sont très forts pour faire du cadencement. Et eux considèrent que 5 minutes, c'est bien de battement entre deux modes de transport parce que c'est organisé. Nous, on considère que 20 minutes, c'est vraiment le minimum. Ça veut dire que l'un dans l'autre, on considère que les gens attendent un quart d'heure. Quand on fait du cadencement, le plus souvent, on ne fait pas de cadencement. Et donc, on arrive et pas de chance, le truc vient de partir. Bon, voilà. Donc, je pense que le cadencement, c'est quelque chose qui est important, mais qui veut dire aussi qu'en même temps, on réfléchit à l'organisation des transports un peu lourds. Dans une gare, dans plein d'autres pays, on connaît le quai de départ. Il est imprimé. Chez nous, il est affiché
quand ça se passe bien, 20 minutes avant. Et à ce moment-là, ah bah pas de chance, c'est à l'autre bout de la gare, et je suis là avec mes béquilles, mais comment je vais faire? Bon. Et je ne parle pas des fauteuils roulants, de quelqu'un qui est là avec une poussette et un gamin qui lui donne la main, c'est le bazar. D'autant que les quais sont très longs. Bon, voilà. On a l'intermodalité, c'est d'abord de raisonner sur chacun des petits points en même temps. Sachant que j'ai parlé de garage, mais sur les services, sur l'enquête service vélo de l'ADEME, on apprend que 12% des gens qui viennent à vélo quelque part ont besoin de leur vélo à l'arrivée. Donc il va falloir résoudre la question de l'emport. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on réinvente ce que les autres font très bien, à savoir mettre des gros crochets pour pendre un vélo. Bon. Et le reste est à l'avenant. La sobriété heureuse, c'est d'abord un programme pour la société. Et donc, c'est d'abord un enjeu de cohésion pour la société. Merci. Mais aujourd'hui, pour demain. Merci à vous. Merci beaucoup.